Parfois des petits accrochages entre pédiatres et obstétriciens. Et on se dit, le problème, il est dû à qui? Est-ce que c'est l'obstétricien? Est-ce que c'est le pédiatre? Surtout quand les parents sont un peu grincheux et l'un essaie de jeter la pierre à l'autre et c'est très difficile. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème avec de pédiatre en tout cas. Peut-être parce que je ne déclenche pas moi avant 39 semaines, parce que les pédiatres, ils ont horreur du déclenchement à 38 semaines, tout simplement. Et je ne accouche pas facilement, donc j'ai la main très, très lourde pour les accouchements prématurés en tout cas. Donc j'ai essayé de rassembler un peu quelques éléments, quelques pathologies auxquelles il faudrait faire attention et les pathologies dont on doit tenir le pédiatre au courant. Et on doit bien évidemment avoir un suivi rigoureux pour extraire bien évidemment un enfant en bonne santé. Moi je dis toujours, on s'en fout de la voie d'accouchement, on s'en fout comment ça va se passer, l'essentiel c'est un bébé 10e, il y a un maman en bonne santé. Voie basse ou césarienne, des mamans par voie basse qui souffrent plus que des femmes par césarienne. Et moi je dis toujours à ma femme, ma fille qui a 21 ans, si elle tombe enceinte, je vais la césariser. Moi, c'est moi qui vais la césariser, tout simplement. Parce qu'on n'est plus dans l'ère où les ventouses, les forceps, la sage-femme fait, etc. Soit on a un accouchement qui vient simple, gentil, etc. C'est comme si tout le monde était là, c'est comme si toute la famille nous observait, plutôt qu'à faire des expressions tirées, poussées, de grosses épisiotomies, des périnées déchirées, ça ne sert à rien. Donc, je disais, alors finalement, il y a une continuité entre séjour in utero et la période périnatale. J'ai essayé parce que j'ai vu ma clé. Ma clé rentre port de petit douche. C'est une défait, mais je vais passer ça. En tout cas, donner la chance au fœtus pour naître dans un milieu sain, dans un milieu de souffrance. Bien évidemment, il faut une collaboration étroite. Et on espère toujours accoucher des enfants dans des milieux où il y a de la réanimation néonatale. Quand on a un problème ou quand on suspecte qu'il y ait un problème, il ne faut pas hésiter à l'adresser vers une structure où il n'y a pas que les ressources humaines, il y a aussi les structures et l'infrastructure où on peut accueillir ce bébé. Bien, j'ai essayé quand même avec Mme Halimi de regrouper quelques pathologies où il y a parfois des problèmes à l'extraction fœtale. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus, chez les gens qui ont CNSS stade amont, et qui parfois maintenant, il y a des cliniques, entre parenthèses, qui enlèvent même le ticket modérateur, les parents ne veulent pas de pédiatre. Ça, on le voit dans des structures, mais il y a des pathologies, il faut absolument qu'il y ait le pédiatre. D'accord? Tout simplement, mais je le vois, les parents, ils me disent, si à la nurse, ça suffit, c'est pas la peine qu'il y ait un pédiatre. Mais ces médicaux-légaux, parce que s'il y a un problème, après, ils ne vous rattrapent pas. Bien, alors je vais commencer par le diabète. C'est le pédiatre qui vous rattrape. Non, si on ne l'a pas appelé, tout simplement. Parce qu'il y a un pédiatre, s'il y a un problème, on l'appelle après, et il refusera de venir. Parce qu'il va vous dire, vous aurez dû m'appeler au départ, pas maintenant. Pour moi, le pédiatre, c'est un bon témoin d'un bon accouchement. D'un bon accouchement. Ouais. C'est pour ça. Alors, le diabète, bien évidemment, vous connaissez les différentes complications de diabète et qu'il faudrait bien évidemment un bon équilibre glycémique en périconceptionnel, c'est très important. Et puis nous, on connaît très bien les complications maternelles, les prééclampsies, le risque infectieux, les micro-macrogiopathies, et on sait toujours à quel moment il faudra extraire cet enfant. Les complications embryonnaires, vous les connaissez très bien, ce sont les fausses couches, les malformations, et quand une femme est diabétique, essentiellement, ce n'est pas le diabète gestationnel, c'est beaucoup plus le diabète qui est connu auparavant. On s'attache très particulièrement à faire des bols écomorphologiques. Parce que moi qui suis professeur de l'enseignement supérieur, je fais un peu d'écomorpho, quand il y a des pathologies comme ça, je fais mon écomorpho, et je l'adresse chez un radiologue pour faire une deuxième écomorpho. Comme ça, je suis tranquille. C'est vrai que dans 70%, 80%, ma femme, c'est moi qui lui fais l'écomorpho, mais je l'ai adressé après chez un autre, tout simplement. Comme ça, on est tranquille, on passe 9 mois tranquille. Le risque de macrosomie, cardiomyopathie, hypertrophie, les dystocies des épaules auxquelles il faudrait faire attention au cours de l'accouchement, parce qu'il n'y a pas qu'au cours de la grossesse, il y a également au cours de l'accouchement. Une femme diabétique
Même si on a un enfant avec une estimation de poids qui est correcte, parfois il y a une dystose des épaules, parce que la répartition des graisses, c'est au niveau des épaules. Il peut être d'un poids, estimation normale, mais on peut voir une dystose des épaules. D'ailleurs, j'étais dans le comité d'audit plutôt d'expertise. On avait reçu un médecin qui a fait un accouchement d'un poids de naissance normal, de 10 000 et il a fait dystose des épaules. Et c'est quelques années après qu'on m'a convoqué pour l'expertise. Et puis ils essayaient, normalement, parce qu'il y avait médecin légiste, plus le juge, etc., ils essayaient de mettre tout sur l'obstétricien, tout simplement. Mais je les ai ramené les écrits, les papiers, comme quoi, même avec une estimation du poids fœtal, on n'est pas à l'abri de dystocie des épaules. Ça peut arriver tout simplement. Bien évidemment, donc, il faut un dépistage, un suivi correct, surveillance adaptée. Quand on n'a pas d'hydramnios, en général, c'est une grossesse qui est bien suivie, avec une hémoglobine bien régulière. Il y a des gens qui essaient de suivre, moi en tout cas les femmes diabétiques, je ne le suis pas tout seul. Je les envoie toujours vers un endocrino, comme ça je suis tranquille. Moi je n'hésite pas à travailler avec un autre médecin. On n'est pas des savants, on ne peut pas tout faire, donc il faut les envoyer vers il faudra les envoyer vers les endocrinos. De toutes les manières, qu'est-ce qui nous intéresse nous? Essentiellement, c'est la date d'accouchement. Une grossesse chez une femme diabétique, le minimum, c'est le 38 semaines. Minimum, bien évidemment. Si on a un déséquilibre diabétique, elle est sous insuline, etc. Mais c'est un diabète gestationnel bien équilibré, hémoglobine glycosyle est normal, on peut très bien la laisser, bien évidemment, jusqu'à qu'elle soit rentrant spontanée normalement. Mais ce genre de pathologie, il faudrait quand même convoquer le pédiatre à l'accouchement. Il ne faut pas dire non, il est bon, même s'il est de poids normal, il faudra quand même qu'on convoque un pédiatre. Moi, je suis de cet avis, Madame Halimi, je pense qu'il va en parler tout à l'heure. J'ai parlé un peu de diabète, je vais parler également des ovulisations. Les femmes qui sont résus négatifs, nous, ce qui nous fait peur, c'est bien évidemment, c'est les épanchements chez le bébé. Qui dit épanchement, péricardique, en tout cas l'état d'anasarque fœtal. Donc on s'attache à surveiller ou bien à guetter cet anasarque fœtal. Comment on va guetter cet anasarque fœtal? Évidemment, on demande la recherche d'albuminine irrégulière. Quand ils sont négatifs, vous allez voir dans quelques recommandations, c'est à partir de 20 semaines qu'on commence. Moi, je n'hésite pas à demander les RAI chaque mois. Et une fois que les RAI sont positifs, la meilleure façon de surveiller, c'est auparavant, vous le savez, on faisait la ponction du sang du cordon fœtal, mesurer l'hémoglobine, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est la courbe de Marie, on fait le Doppler, on recherche la pression systolique au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Et à partir de là, on a une courbe sur laquelle on va se dire que ce bébé va probablement commencer à faire des épanchements. Et ça, pourquoi il va commencer à faire des épanchements? Parce qu'il est anémique, et c'est à partir de là qu'il faudra le transfuser in utero. Donc, les images échographiques, ça, ce que vous pouvez voir, c'est le Doppler d'artère cérébrale moyenne. Et on a un seuil, si on veut, l'anémie quand c'est supérieur à 25 membres, parce qu'on a une courbe à laquelle on se réfère. Quand c'est ça, il faudra penser avant qu'il y ait des épanchements. Parce qu'une fois qu'il y a des épanchements, c'est très difficile de traiter cet enfant. Donc il faut guetter, parce qu'une fois qu'il y a épanchement, on est à peu près à moins de 5 grammes d'hémoglobine chez le bébé. Donc il faudra faire le suivi au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Et à partir de là, il faudra... Vous connaissez maintenant, il y a la prévention systématique à 28 semaines. Je ne pense pas qu'au Maroc, on l'a fait systématiquement. Moi-même, la vérité, très rarement je la fais, sauf s'il y a des gens qui connaissent, etc. Bien évidemment, mais sinon, c'est RAI, c'est à l'accouchement qu'on fait le gros pas du bébé. Mais idéalement, d'ailleurs, depuis 2015, il y a des recommandations au niveau du collège français, même le collège anglophone, qu'il faudrait, bien sûr, idéalement, c'est faire l'injection de sérum anti-D à 28 semaines. Les thérapeutiques intra-utérines, je disais que c'était plutôt la transfusion utero. Alors, je sais qu'à Casablanca, j'en ai fait une seule, la vérité. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui se faisaient à Rabat. Il y avait quelqu'un qui venait de Necker pour faire ça. À un certain moment, je pense qu'ils ont arrêté de faire ça. Donc, pour l'instant, je pense que la médecine fœtale, moi-même, j'étais à un certain moment parti en France pour faire la médecine fœtale, mais j'ai fait autre chose, tout simplement.
Mais je pense que la médecine fœtale, c'est-à-dire les thérapeutiques fœtales, pour l'instant au Maroc, il faut que quelqu'un s'y mette, la vérité. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais de toutes les manières, quand on voit qu'il y a de l'épanchement fœtal, je pense que c'est le moment, parce qu'on n'a pas de thérapeutique à proposer, donc en général c'est l'exemple-transfusion, mais c'est plutôt, on espère d'abord qu'il s'en sort à l'accouchement. Donc il faudra prévenir, parce que si on est déjà au stade des épanchements, le meilleur pédiatre du monde, allons voir si on va récupérer malgré l'excentrosfusion, c'est très difficile. Donc il faut essentiellement, dès qu'on a la courbe de Marie qui n'est pas bonne, il faut programmer l'accouchement, bien sûr en collaboration avec les pédiatres, il faut les aviser. Normalement, c'est des RCP qui devraient se faire dans le maternité niveau 3. C'est des RCP obstétriciens pédiatres pour décider du jour de l'accouchement de toutes les manières. Troisième pathologie, c'est les dysthyroïdies et grossesse. La vérité, on n'en voit pas beaucoup, les dysthyroïdies ou la grossesse. Pourquoi Parce que déjà, hypothyroïdie, ça rime en général avec infertilité, mais il se peut que parfois on tombe sur des femmes qui ont dysthyroïdie et qui tombent enceintes. Vous savez qu'au cours, bien sûr, de la grossesse, il faut que la TSH en général soit inférieure à 2,5 millilités par millilitre. Au-delà, on est dans l'hypothyroïdie. Mais en tout cas, il y a avant-hier quelqu'un du laboratoire Merck m'appelle pour me dire est-ce que vous demandez systématiquement, tu es avec moi d'ailleurs quand ils m'ont appelé, je pense, la TSH. Tu m'as dit oui, alors j'ai fait ma recherche. Non, il n'est pas systématique. Non, ce n'est pas toi. Sinon, en tout cas, il n'y a pas de recherche systématique de TSH en début de grossesse. Elle n'est pas systématique. On peut la faire, mais elle n'est pas systématique, sauf si il y a des antécédents de dysthyroïdie dans la famille, s'il y a une prise de poids excessive, s'il y a un amaigrissement important, s'il y a des vomissements importants qui ne répondent pas aux thérapeutiques antiémétiques sur le marché. Donc, dans les hypothyroïdies, c'est essentiellement les thyroïdites d'Hashimoto, avec une augmentation des anticorps antiperoxydase. Donc, il n'y a pas de dépistage systématique, tout simplement. Les complications, il y en a tellement. On a peur essentiellement du déficit neurologique et de retard de croissance intra-utérin. Je pense que maintenant, on est dans la stratégie de dépistage systématique de l'hypothyroïdie congénitale. Maintenant, est-ce qu'on l'a fait systématiquement ou pas, je n'en sais rien. Donc, en tout cas, si hypothyroïdie avant la grossesse, il faut optimiser la fonction thyroïdienne empirique conceptionnelle. Idéalement, rajouter du lévothyroxine. Est-ce qu'il y a un terme particulier auquel il faudrait faire l'extraction fœtale? Franchement, il n'y a pas de recommandation dans ce sens et on a un bon enregistrement de rythme cardiaque fœtal. Si la maman elle a un bon suivi thyroïdien, non, à part le RCF qu'on fait régulièrement, ne serait-ce qu'à partir de 38 semaines, on fait 2 RCF par semaine chez les patients qui ont des hypothyroïdies au cours de grossesse, parce que c'est considéré comme des grossesses à haut risque. Les hyperthyroïdies, évidemment, les patients peuvent tomber enceintes avec une hyperthyroïdie. Il faut que la thyrotoxico-gestationnelle qui existe et qui en général régresse à la 20e semaine d'aménorrhée. Essentiellement, c'est la maladie de base d'eau et les adénomes toxiques. On a pratiquement, ça ressemble un peu mais c'est d'où l'intérêt d'ailleurs de faire de bons échos morphologiques. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter, quand on a un problème, à demander un deuxième avis, soit d'entre gynéco, plus expérimenté, ou bien l'envoyer faire chez un radiologue, tout simplement. Moi, personnellement, je n'aime pas d'échographie 3D sous la main, tant mieux, les gens enfin, je dis que je n'ai pas de 3D, et après, je les adresse vers le radiologue pour faire la 3D. Alors, les hyperthyroïdies, je disais, c'était pratiquement, le moment d'accouchement, il n'y a pas de moment particulier, à part s'il y a des complications, si la patiente n'est pas stable sur le plan thyroïdien, auquel cas, il faudrait se consentir avec les pédiatres, faire des RCP pour voir le moment d'accouchement, pour qu'ils puissent prendre ces bébés en charge. Bien sûr, la prééclampsie, c'est la pathologie phare de la grossesse. Quand on fait des extractions avant le terme, quand on a des albuminuries élevées, quand on a des instabilités tensionnelles. Et là, on a peur pour la femme.
à un certain moment, on s'en fout du bébé. Mais les parents s'inquiètent aussi pour le bébé. Donc il ne faut pas faire des extractions qui ne sont pas, je dirais pas utiles, mais il faut vraiment qu'on ait la main forcée. Tout simplement, il faudra pas essayer de faire plaisir aux dames. Moi, j'ai eu dernièrement une dame la semaine dernière, c'était la haute sphère marocaine, et qui était suivie chez moi. Elle avait 48 ans, mariage tardif, il arrive à deux filles qui n'ont pas marché, elle est partie faire un don d'ovocytes, elle est tombée enceinte, c'est moi qui la suivais, et à 33 semaines, elle fait toutes les complications du monde. Elle essayait, moi j'ai dit, on arrête là, il faudra faire une extraction. Fort heureusement, on a extrait, c'était 1,6 kg, le bébé a été pris en charge, mais après il y avait un épanchement péricardique, donc il ne faut pas hésiter à faire, mais en général, c'est des discussions qui ne se prennent pas de façon unilatérale. Là, j'ai pris ma décision tout seul, bien évidemment, avec consentement de la famille. Le papa était d'accord. Elle, comme elle avait peur pour le bébé, après tant d'efforts, fait aller-retour en Espagne, etc. Mais fort heureusement, on a extrait un bébé, un kilo 600, il va très bien, il est toujours hospitalisé, mais il va très bien. Donc il faut toujours, les moments d'extraction doivent être bien étudiés, il faudra faire des estimations du poids fœtal. Pour l'estimation du poids fœtal, je ne sais pas, avec mes amis gynécologues, moi j'ai pas, c'est-à-dire quand j'ai un bip, j'ai un fémur, j'ai mon estimation dans ma tête. En général, je ne rate pas. 200-300 grammes. Donc, il y a des logiciels sur l'échographe qui vous donnent l'estimation du poids fœtal. Après, si on extrait un bébé, ça dépend de la structure qui va l'accueillir, etc. Heureusement, il y a Madame Halimi, il y a toute l'équipe de Lyon. Donc, ils peuvent quand même faire des choses. Il faut de grandes structures avec de bons néonatologistes pour l'accueil du bébé, etc. Les complications, ce n'est pas la peine que je vous les cite, mais en tout cas, il faudra toujours guetter le reverse flow ou la diastole nulle pour faire l'extraction. En tout cas, quand on a une surveillance échographique, on fait un Doppler ombilical et on a un Doppler normal, on est en général rassuré pendant une semaine. Mais quand on a un diastole nulle ou un reverse flow, il faudra se préparer pour le sortir. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Les menaces d'accouchement prématuré, qu'est-ce que je pourrais dire sur les menaces d'accouchement prématuré? C'est des patients, c'est de plus en plus fréquent. Parfois, on a des fissurations des membranes où la femme, ça coule un petit peu, pas beaucoup, et elle contracte, on a un bilan qui est négatif, on lui demande de se reposer. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore les antagonistes de l'ocytocine. Je pense qu'il va bientôt rentrer sur le marché. Parfois, malgré toutes les thérapeutiques qu'on a sur le marché, ça ne marche pas et elle va accoucher. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra prévenir le pédiatre que voilà le terme de la grossesse, etc. En général, chaque obstétricien, il a un ou deux pédiatres avec lesquels il collabore, tout simplement. Donc la surveillance, bien évidemment, on n'a pas besoin à chaque échographie appeler l'obstétricien, mais quand on sent que ça va mal, elle va échapper à la tocolyse, il faut prévenir le pédiatre. Malheureusement, pour l'instant, la corticothérapie, la bétaméthasone qui est sur le marché, est en rupture. Chacun sa manière de faire. Parfois, moi, je donne de la dexaméthasone, d'iprostène. Il y en a même qui donnent de soulémédrol du 80, du 120. Il y en a qui les comprimés, d'accord, mais chacun sa manière de faire pour l'instant. Mais je pense que la bétaméthasone, c'était notre sauveur pour l'instant. Les gens qui le ramènent d'étrangers quand même, tout simplement. Après, donc c'est des échographies répétées, les surveillances NFS, RP, CBU. Le prélèvement vasien, vous allez voir, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le faire, pas tout le temps, à 34 semaines, mais je pense qu'il faudrait le faire. Dernièrement, il y a une dame, une amie d'ailleurs à Casablanca, qui a accouché une dame, et le jour de l'accouchement, par voie basse, accouchement rapide, sans photo, c'est rien du tout, qui s'est bien passé. Le soir, la dame, elle fait 42 fièvres, réa, elle est décédée 2-3 jours après. Alors après on m'appelle, il y en a quelqu'un bien sûr, chacun il a des amis ailleurs et puis ils leur disent certainement elle était infectée et c'est à cause d'accouchement que le problème s'est passé. Moi en tout cas je ne sais pas ce que c'est vrai ou pas, moi j'ai eu juste la réflexion de leur demander faites une CRP chez le bébé, si la CRP elle est élevée donc il est passé par un milieu infecté. Fort heureusement pour elle, la CRP qui a été faite était négative. Donc ils se sont dit, mais on n'a jamais compris pourquoi elle a fait un 40 de fièvre le jour de l'accouchement avec un bébé pour l'instant qui va toujours bien, qui n'a jamais reçu d'antibiothérapie. Il y a des choses obstétriques.
On ne sait pas comment ça se passe. Les détresses respiratoires transitoires, les bébés, bien, tout se passe bien, après il y a un problème, on ne sait pas. Il y a des choses qui nous échappent. En tout cas, en matière de menstruation prématurée, en phase aiguë hospitalisée, mise au repos, est-ce qu'il faut donner de l'héparine associée? Moi, en général, parce que je vois un peu les grossesses compliquées, et parfois il y en a qui demandent aux patients de rester chez elles, allongées, ne bougent pas. Bon, c'est vrai que si elle se met debout et il y a une coulée de liquide amniotique, il vaut mieux qu'elle reste couchée. Mais ceci dit, il ne faut pas l'empêcher de bouger, etc. Moi, je suis contre cette histoire de laisser debout, c'est pas bon, ne serait-ce que pour le risque thromboembolique. Donc, il faudra quand même être un peu plus indulgent en matière d'indication de repos. La RPM, je pense, ça rejoint un peu la menace d'accouchement prématuré. Les complications, vous les connaissez. Le problème qui se passe en matière d'RPM, c'est l'âge de la RPM. Quand c'est une rupture prématurée de membrane, moins de 20 semaines de ménorrhée, auparavant, CHU, on avait l'habitude de déclencher. Parce qu'on se dit, il y a plus de risques. L'histoire de l'amnio-infusion, ça, il faut, enfin, même le corps magistral, je leur dis là, mais sur le plan pratique, c'est difficile à pratiquer. Mais en tout cas, la date, on surveille avec des CRP, bien évidemment. Et quand on a une CRP qui augmente, quand l'antibiothérapie, malgré l'antibiothérapie, la CRP ne diminue pas, bien évidemment, en évaluant le poids fœtal, on peut se dire à quel moment on pourra faire une extraction fœtale. Et quand on prépare une extraction, il faut aviser le pédiatre 3 ou 4 jours auparavant pour qu'il prépare la couveuse, aviser la structure qu'il va recevoir, etc. Les grossesses multiples, bien évidemment le développement de plusieurs fœtus au sein d'une enceinte fermée. Là, le problème qui se pose, c'est beaucoup plus le risque de complications. De toutes les manières, il faut chercher la chorionicité au cours de la grossesse. Les grossesses monochoriales amniotiques, je trouve qu'ils sont rares. Moi, je n'en ai pas vu beaucoup. On voit beaucoup plus les monochoriales biamniotiques. Il faut heureusement, il n'y a pas peut-être que on ne voit pas les grossesses très compliquées en matière de transfuseurs transfusés. Et l'histoire, la maman malienne, parce que j'étais à l'accouchement de la maman malienne qui a accouché de 9 bébés, qui sont tous vivants, il n'y a pas eu de problème particulier. Mais en tout cas, j'étais présent parce qu'ils se demandaient s'ils avaient besoin de moi. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé. En tout cas, la grossesse gémellaire, la chronicité est très importante. Monochorale monoamniotique, on est bien sûr de faire une extraction plus tôt que prévu, mais en tout cas pas très tôt. En général, c'est 32, 34 semaines, d'accord? Mais toujours penser à ce bébé. Quand il va sortir, est-ce qu'il n'y aura pas de séquelles? Quand on se met à la place, moi je dis toujours aux résidents, aux jeunes médecins, il faut aller à Casablanca, on a le centre Nord. Et le centre Nord, il y a des catastrophes, les enfants avec les IMC, etc. Je pense que si quelqu'un revoit ça, il n'essaiera jamais de tenter le diable avec un accouchement. Et c'est pour ça que je dis, idéalement, l'essentiel, c'est un bébé 10/10. On s'en fout de la voie d'accouchement. Et pire encore, de plus en plus, les mamans qui au départ veulent absolument une voix basse, à un certain moment du travail, ils demandent à césariser, et le papa qui est là et qui ne veut pas. Il empêche la femme d'être césarisée. Et ça, je l'ai vécu il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je pense. Et je lui dis, monsieur, je suis d'accord avec vous, mais c'est son corps, c'est elle qui va accoucher. Après, si vous voulez, vous, absolument qu'il accouche par voie basse, on va signaler ça sur le dossier. Vous allez mettre votre signature. Après, j'y vais avec vous jusqu'au bout. Parce qu'il y a un médecin à Casablanca qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est traîné la justice parce qu'elle voulait césariser là. Le papa il a refusé catégoriquement qu'elle soit césarisée. Et comme il n'avait pas de forte personnalité, donc il a suivi dans son délire, c'était voix basse, déchirure périnéale, hémorragie d'Ivance, hystérectomie, décès maternel.
Et devant le juge, il leur dit, moi je ne suis pas médecin. Moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas savoir. Donc si vous prenez une décision, déjà ne revenez pas sur votre décision. Parce que quand ils sentent que vous n'êtes pas solide, il y a des problèmes après. Et si vous prenez une décision et le papa, parce que je sais en général c'est les papas en général, ou la belle-mère, il faut faire signer le responsable. Une fois qu'ils entendent parler de signature, tu me claires ça fait des librettes. D'accord? Voilà, exactement ça. Donc l'accouchement est évidemment en présence de pédiatre, maternité adaptée en fonction du terme. Oui, c'est en matière de pédiatrie, je pense je suis à le législateur, à la Mazal, je suis un petit peu clément maintenant. Parce que là, on n'est pas protégé. Il dit la signature. Parce que c'est un mineur. C'est son tuteur. Parce que c'est un mineur. Donc on est obligé vraiment, vraiment de tout faire pour le faire plier à la décision. Le papa. Il y a des situations, il vaut mieux qu'il prenne sa femme et son enfant. On n'est pas protégé. Oui, je sais. C'est ce qu'il dit. Vis-à-vis donc d'une femme, c'est une majeure, mais un mineur, les gens qui voulaient, on va signer contrat, mais je ne sais pas. Pour l'instant, on n'est pas protégé. Même j'ai vécu en France des cas, le procureur, le juge d'enfant, il faut qu'on fasse la même chose, parce que la législation elle est calquée, celle de France. Les écrits, il y en a, donc les modalités d'accouchement, en tout cas, quelle que soit la voie d'accouchement dans une grossesse gémellaire, il faut toujours le pédiatre soit présent, parce que parfois il y a discordance entre le poids, et parfois il y a des bébés qu'il faut hospitaliser, etc. Donc il faut aviser ces situations, le pédiatre doit être présent. Les infections, notamment la toxoplasmose, notre rôle en tant qu'obstétricien, c'est de guetter la séroconversion toxoplasmique. Et quand on trouve qu'elle est positive, bien évidemment, nous, on met en place la spiramycine, on peut aller faire une amniosynthèse pour être sûr qu'il n'y a pas de toxoplasma gondii au niveau du liquide d'amniosynthèse. Après, s'il est là, qu'est-ce qu'on fait? On la met sous pyrimétamine sulfadiazine, bien évidemment, pour empêcher l'atteinte fœtale. Tout simplement, malgré le traitement, parfois on a des atteintes fœtales. Et quand on a une séroconversion toxoplasmique, il faut aviser le pédiatre, parce que je sais que c'est un suivi pendant des années de ce bébé, ce n'est pas parce qu'il est sorti apparemment normal qu'il faut laisser tomber, parce qu'il y a des développements essentiellement des lésions rétiniennes qui peuvent apparaître par la suite. Donc, une fois qu'on a ça, il faudra faire un bon suivi échographique avec le pédiatre pour récupérer ce bébé chez qui on a une séroconversion toxoplasmique. La strepto B, et c'est là où l'intérêt de faire des prélèvements vaginaux essentiellement à partir de 34 semaines, essentiellement. Et même il y en a qui disent, si c'est une césarienne, on n'a pas besoin de faire un prélèvement vaginal, mais non, il faut le faire quand même. Il faut faire un prélèvement vaginal, bien évidemment, pour donner une typothérapie adaptée avant l'accouchement. Donc il faut le faire systématiquement. Si d'ailleurs, en début de grossesse, s'il y a antécédent d'accouchement prématuré, je vais juste me rappeler une anecdote. C'est une dame qui faisait des accouchements prématurés à répétition, des infections à répétition, il n'y avait rien du tout. Et une fois, elle me dit, je sens comme des petits grumeaux au niveau de mon vagin. Et j'avais demandé à un professeur Simon d'ailleurs de faire une IRM, rechercher une fistule. Il y avait une petite fistule recto-vaginale millimétrique qui faisait que son vagin était toujours infecté sans qu'il y ait de traumatisme. Et quelques mois après, on diagnostique chez elle un Crohn. Alors qu'il faisait des menaces d'accouchement prématuré ou des problèmes d'infection vaginale, on ne trouvait pas la cause. Une fois, il me dit, je trouve comme des petits grumeaux au niveau du mon vagin. Et là, je me dis, j'appelle Siwan, recherche de fistule, effectivement, on trouve la fistule. Et j'avais opéré avec Haddad. Donc, mais après, c'était un Crohn, tout simplement.
Donc, antibiothérapie préventive en postpartum, donc il faut rechercher essentiellement s'il y a des antécédents d'infection maternelle-fœtale. Et moi j'ai l'habitude de demander une bactériurie systématiquement à 28 semaines, qu'elle soit diabétique ou pas. Moi je demande systématiquement. En tout cas, on a détecté combien de bactériuries asymptomatiques. Les antibiotiques, les pédiatres ils ont horreur qu'on les mette sous céphalosporine de 3e génération. Il faut être vraiment, ils veulent qu'on reste, c'est normal. Pas d'amoxicilline, thyroïde, pas d'amoxicilline 3e génération. L'amoxicilline, il faut commencer au tout bas de l'échelle. Et ben on essaie de faire avec ça. Maintenant, je pense qu'on va finir avec les anomalies neurologiques, les anomalies de la paroi abdominale. Quand on a des anomalies neurologiques comme ça, bien évidemment, c'est des bébés qui doivent être récupérés le plus tôt possible par le pédiatre pour l'adresser au niveau neurochirurgie, rechercher s'il y a des anomalies associées, s'il y a des anomalies cardiaques. Mais en tout cas, quand on a un bébé comme ça, le rôle déjà de l'obstétricien, c'est de rechercher les anomalies associées, notamment les pieds-bots, les trisomies 13, 18 et tout ça. Auquel cas, je ne sais pas si c'est très difficile de repérer un spina bifida à un âge très précoce si on veut proposer un karyotype fœtal pour proposer une interruption thérapeutique de grossesse. Je sais que pour l'instant, en législation, il n'y a rien de clair en matière d'interruption thérapeutique de grossesse. Auparavant, il nous adressait les parents à l'hôpital pour donner l'accord pour l'interruption, passer à travers la délégation et tout ça. Je pense maintenant que ce n'est plus le cas. Chacun fait ce qu'il veut dans son petit côté. C'est vrai qu'on ne peut plus le déclencher. Oui, je sais qu'il y a plus. On n'a pas le droit. En tout cas, je mettrai toujours le point sur s'il n'y a pas d'antécédent particulier. C'est bien évidemment 400 microgrammes d'acide folique. C'est des antécédents. Il y a le produit qui est sur le marché, dosé qui est à 5 mg, un comprimé par jour, surtout s'il y a des antécédents de malformation ou des anomalies du tube neural. Mais malheureusement, parfois, c'est des bébés qui ont des problèmes neurologiques. D'ailleurs, il y a une association, d'ailleurs, professeur de la Chouri, à un certain moment, j'étais avec eux, professeur de la Chouri qui est neurochirurgien, qui chapeaute cette association et qui prennent en charge parfois ces bébés qui ont des spina bifida. Mais il faudrait bien sûr un accueil par le néonatologiste pour rapidement couvrir, etc., les compresses stériles, sérums physiologiques, voilà, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a une recrudescence parce qu'on n'en voit plus. Mais ces derniers temps, là, on en a quand même vu. Est-ce que vraiment, il y a vraiment une supplémentation d'acide folique les programmes? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu, les programmes sont un petit peu pas très. Mais j'en ai vu quand même plusieurs par rapport à il y a quelques années. Probablement. Parce que peut-être qu'ils font de plus en plus de bonnes échographies, tout simplement. Parce que les gens, ils sont de plus en plus, ils font plus d'échographies. Il y a plus, par exemple, le diplôme d'échographie, il a été délocalisé au Maroc. Donc les gens, au lieu de partir à l'étranger pour les diplômes d'échographie, ils les font ici. Maintenant, les obstétriciens sont de plus en plus forts. Ils font de très bonnes échographies morphologiques. En tout cas, quand spina bifida, on n'est plus dans le dépistage prénatal invasif. Il faut aller d'emblée faire une amniosynthèse pour rechercher une nouvelle choriotype. Il ne faut pas s'amuser à rechercher, retarder la prise en charge. Si on se fait les FIDA, donc effectivement, donc il faut faire une bonne échomorpho et faire une IRM idéalement pour dépister d'autres anomalies qui ne peuvent pas faites par tout le monde. Maintenant, la voie d'accouchement, la voie basse, elle est possible, mais en tout cas, s'il y a nécessité de chirurgie, on ne va pas laisser la patiente rentrer spontanément au travail. Parfois, on est obligé d'aller faire une césarienne pour que ça soit pour qu'il y ait coordination avec les chirurgiens s'il y a nécessité de faire une intervention le plus rapidement possible. Les anomalies de la paroi abdominale, l'omphalocèle et la paroschisis, en tout cas, à l'omphalocèle, en général, nous on fait des césariennes, parce que je pense que c'est l'indication pour césarienne. Les paroschisis, on peut l'accoucher par voie basse, mais la chirurgie est très difficile. La chirurgie, le recouvrement de la paroi, ça prend parfois, il faut les opérer à plusieurs reprises. Mais en tout cas, ce sont des anomalies auxquelles il faut mettre au courant le pédiatre. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Toujours, j'ai pas d'anecdote,
C'est une dame qu'on m'appelle en urgence pour l'opérer. Alors je l'opère, je regarde rapidement parce que je la retrouve au bloc opératoire parce que c'était une urgence. Je regarde son dossier, tout bon. Quand j'extrais, j'ai un laparoscopie. Alors qu'est-ce que je fais? J'appelle le service de chirurgie, ils le prennent rapidement en charge, rapidement sur place, l'ambulance. Après, qu'est-ce qu'il a dit la famille? C'est moi qui ai coupé l'abdomen. Et c'est pas normal parce qu'ils étaient impressionnés par la rapidité de prise en charge. Parce que je l'ai fait dans une structure privée, etc. Et j'appelle le service hospitalier, ils ont dit que c'était impossible. Et l'obstétricien, je le connais très bien, donc il fait des échographies rapidement, etc. etc. Et il m'avait mis hors de moi. Je leur ai dit, écoutez, très simple, j'appelle Hamoud, écoute, tu fais sortir le bébé, j'ai les hommes ou ils me disent, je le mets. Ça va changer le bébé. Mais si le bébé ne va pas être pris en charge, ils vont le faire sortir, non, etc. Bien sûr, elle est qui sont au lot, je connais etc. Je vois qu'il y a la paroi, mais bien sûr, les gens comme c'est comme ça, parce que il est bon, etc. etc. Mais moi j'ai appris une chose avec le temps, c'est que parce que quand tu es gentil, bienvenue dans mon monde. Quand tu es gentil, ils doutent de ce que tu dis. Mais quand tu tranches, si c'est pas là, là tu danser c'est vrai. D'accord? Mais quand tu essaies d'être gentil avec, etc., ça marche pas tout le temps. Surtout parce que de plus en plus, les gens ils sont très en colère contre la population, comme on dit, les gens sont schizophrènes. Tu bouffes les médecins, ils sont nos médecins. Donc voilà, tout simplement. Son fils va changer le monde. Voilà, je pense que c'est la dernière plaque pour laisser la place à Madame Halimi. Je ne vais pas vous montrer votre travail, comment on fait pour la réception des bébés et tout ça. En tout cas, il faut qu'il y ait une bonne communication interdisciplinaire. Il faut qu'il y ait des prises de décision conjointes. Je pense qu'il faudrait c'est-à-dire regrouper les dossiers de problème, discuter en RCP avec les pédiatres. Malheureusement, moi je dis toujours, nous les médecins entre nous ne sommes pas très solidaires, etc. On est les seuls, chez club des médecins, chacun de son côté. Et quand il y a le problème, entre deux spécialités différentes, c'est pas même au sein de la même spécialité, donc c'est pas bon. Donc essayez d'être solidaires. Tout simplement, il faut prendre des décisions conjointes, planifier les soins néonataux et ajustement des interventions néonatales. Il faut une bonne coordination entre deux spécialités. Merci beaucoup.